Je vais vérifier de ce côté que ça passe bien. Bon, ben voilà, on va commencer. Donc, je me présente. Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Claude Enga, je suis médecin urgentiste et au nom de l'ensemble de l'équipe médicale et infirmière des urgences, je vous souhaite la bienvenue donc à ce deuxième rendez-vous du trimestriel des urgences du CHRH. Avant de présenter l'orateur et le thème du jour, permettez-moi de vous illustrer un tout petit peu notre projet scientifique. Donc, c'est quoi le trimestriel des urgences du CHR de Huy? C'est des réunions organisées une fois tous les 3 mois, avec comme ambition donc de se retrouver autour d'un sujet passionnant. Qui reprend donc médecins et infirmiers sous la supervision et comment dire, avec la participation d'un médecin spécialiste à chaque fois, issu d'un de nos hôpitaux. Le public est volontairement mixte, ça on l'a voulu depuis le départ, donc reprenant médecins et infirmiers, parce que nous estimons que les prises en charge au quotidien dans nos soins, dans nos services d'urgence ou même sur le terrain se font en binôme ou du moins c'est du travail en équipe. Et donc, il est important que nous suivions des formations communes comme celle-ci pour pouvoir partager une conscience situationnelle égale le jour où on est confronté à une prise en charge d'un patient critique. L'orateur du jour, ben, c'est le docteur François Pitance, que je remercie pour d'avoir accepté notre invitation. Il est anesthésiste réanimateur et coordinateur du Trauma Center de la Citadelle. J'ai été son assistant il y a 3 ans au CHR Citadelle aux soins intensifs et je le remercie d'avoir accepté notre invitation. Certains l'appellent Monsieur Trauma et je pense que c'est la personne la plus adaptée pour apporter des réponses à toutes les questions qu'on se pose généralement au quotidien dans notre pratique au sujet de la prise en charge des gros polytraumas. Le thème sur lequel il nous entretiendra, c'est l'admission inopinée d'un patient polytraumatisé dans un service d'urgence périphérique. Pourquoi ce thème? Parce qu'en fait, si les choses sont bien codifiées dans les grands centres où on a tout le matériel, ou toutes les options thérapeutiques à disposition, ce n'est pas toujours le cas dans tous les hôpitaux. Et Dieu seul sait on est tous susceptibles de se retrouver à devoir prendre en charge un patient polytraumatisé, n'étant pas un trauma center. Il suffit de penser à nos différentes missions SMUR où on peut sous-estimer malheureusement la gravité des lésions d'un patient, le ramener aux urgences et se rendre compte seulement par après que ce patient est hyper critique et donc il faut le manager en urgence comme un vrai polytrauma. Il existe aussi évidemment la possibilité, sans être fataliste évidemment, que des patients puissent être gravement blessés en face de l'hôpital. Bah, ces patients-là, ils devront être pris en charge au sein de l'hôpital de proximité. Et donc, on doit être préparé à prendre en charge ce type de patient-là. Donc voilà, juste avant de passer la parole à François, quelques informations d'ordre pratique. N'oubliez pas d'envoyer vos noms et prénoms ainsi que des numéros INAMI pour qu'on puisse établir des attestations de présence pour la formation continue. Vous pouvez également poser déjà des questions au niveau du chat. On va récolter toutes les questions et on les soumettra à François en fin de présentation pour qu'il puisse y répondre. Je vous souhaite encore la bienvenue et encore merci à François pour accepter notre invitation. À tout à l'heure. Il est en mode. Voilà, bonjour à tous. Merci Béranger pour cette invitation. Il n'y a pas d'image sur le... Voilà, parfait. Voilà. Un grand merci à Béranger pour cette invitation pour parler de ma passion. Alors, quand il m'a demandé de faire un exposé sur la prise en charge d'un polytraumatisé dans un centre où l'urgentiste peut parfois être seul, je me suis dit, est-ce que je refais encore quelque chose avec l'ABCD, mais finalement qui est en général bien connu. J'ai préféré orienter mon exposé sur les choses un peu plus récentes et les choses sur lesquelles on peut avoir vraiment un impact en modifiant sa manière de traiter ces patients-là. Et donc, je ne vais pas tellement parler du A et du B, c'est l'airway et la ventilation
qui représente finalement assez peu des morts évitables chez les traumatisés, c'est quelques pourcents. Au plus le traitement est simple, enfin simple, il faut intuber, mais ça je veux dire, on ne va pas faire un cours sur les voies difficiles ici. La grande majorité des cas, ça se passe bien. Et pour la ventilation, c'est mettre un drap thoracique quand il faut. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez fréquent dans les services et auquel vous êtes habitués. Donc, je vais plutôt parler du C, ici, qui est le choc, dans lequel il y a eu beaucoup de nouveautés ces dernières années. Et donc, on va revenir un petit peu avec chez qui il faut appliquer ce traitement particulier. Qu'est-ce qu'on faisait avant et qu'est-ce qu'il ne faut plus faire maintenant. Et donc, pour ramener un petit peu de science, ou en tout cas un petit peu de consensus dans cet exposé, je me baserai sur les guidelines de management du trauma qui saigne, qui sont développés par les différentes sociétés scientifiques qui s'occupent du trauma. Donc, il y a les urgentistes, les anesthésistes, les soins intensifs, les chirurgiens qui sont derrière ça. C'est publié tous les 3 ans, c'est en accès libre. Je vous invite à le lire. La nouvelle version va sortir d'ici quelques semaines. Donc, c'est toujours intéressant quand on s'intéresse au trauma. Ça permet de voir quel est l'état actuel du consensus. Chaque fois que je parlerai de ces recommandations-là, je les mettrai dans un cadre bleu avec le grade à côté. Voilà. Donc, quand on parle du choc, voilà, le choc chez le traumatisé il peut être dû à plusieurs raisons. Des raisons un peu plus rares. Ici, on a un patient avec une fracture de colonne cervicale. Donc, il a un choc neurogénique. Ça peut être un pneumothorax sous tension. On voit bien ici l'empreinte sur le ventricule droit qui provoque un choc, même s'il n'est pas nécessairement hémorragique. Ou alors une tamponnade. Ce n'est pas de ces chocs-là qu'on va parler aujourd'hui. Ces chocs-là sont assez spécifiques, existent, il faut les connaître. Mais on va parler de la grande majorité des chocs qui sont les chocs hémorragiques. Et ceux-là, on les voit avec des patients qui saignent de 5 endroits différents. Ça peut être un hémothorax, ça peut être les olons, ça peut être le bassin, ça peut être l'abdomen, ou c'est sur le sol. Et donc, quand on a un traumatisé qui saigne, c'est en général une de ces 5 parties-là, et ça permet d'orienter son diagnostic quand on est perdu. Ici, pendant l'exposé, je vous parlais du fait qu'on doit parfois laisser le patient en choc. Alors attention, le choc n'est pas le but du traitement. Donc j'ai déjà eu parfois, quand on commençait les exposés, on disait, ben voilà, le but du patient traumatisé, c'est de le laisser avec une hypotension permissive, de le laisser à 8 de tension. Donc les gens étaient contents quand le patient était à 8 de tension parce que c'était le but à atteindre. C'est pas ça. Parfois, on supporte le choc temporairement, le temps de traiter le saignement. Mais le choc doit être le plus court possible parce que le choc est mauvais. Donc même si on n'a pas le choix, on le laisse parfois en choc, mais on sait que plus le patient est en choc, plus la mortalité est élevée. Et plus on attend avant de corriger le choc, plus la mortalité augmente. Donc il ne faut pas se mettre dans un état d'esprit où, en ayant un patient à 9 de tension, on a l'impression d'avoir fait le job. Donc la recommandation, qui reste une des plus hautes en termes de grade, c'est qu'il faut absolument diminuer le temps entre le moment où le patient est blessé et le moment où on arrête le saignement. Ça doit être la priorité la plus importante chez tous les patients. Et donc, arrêter le saignement. Ça reste, en 2020, la première thérapeutique à faire chez les patients traumatisés. Et il faut la faire dès que vous le pouvez. Par exemple, en SMUR, il ne faut pas hésiter à utiliser des pansements compressifs, à utiliser des agrafes, à utiliser des pelvic clans, pas des pelvic clans, des ceintures pelviennes. C'est de mieux en mieux appliqué. On mesure chez nous le nombre de patients avec des fractures de bassin qui avaient effectivement une ceinture pelvienne à l'admission aux urgences. Et on est passé d'il y a 5 ans à 20%, maintenant on est à 70%. Donc il y a moyen d'arriver à 100, mais on progresse. Donc clairement, c'est de plus en plus conscientisé, mais il faut vraiment arrêter le saignement chaque fois que c'est possible. L'autre chose qui paraît évidente, mais c'est si on diagnostique un saignement avec une instabilité, il faut intervenir. Voilà, le non-operative management n'est possible que chez les patients qui sont relativement stables. Si on a un patient qui saigne et qui est instable, il faut intervenir. Alors, chez qui, comment diagnostiquer le choc? Ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile. Parce que on a comparé, ici vous voyez en gris clair, les paramètres de l'ATLS. Et donc, c'est des évaluations du choc qui sont basées sur la fréquence cardiaque, la tension artérielle, les signes habituels.
et en noir, une nouvelle manière d'évaluer le choc, enfin, pas vraiment nouvelle, mais qui est l'excès de base. Ça a été établi sur base de 15 000 patients, où ils se sont dit, tiens, quels sont les ranges d'excès de base qui permettront de différencier les patients en choc sévère ou pas. Donc, ils ont remarqué que les patients étaient en dessous de -2, c'était la classe 1, -2 à -6, la classe 2, -6 à -10, la classe 3, et en dessous de -10, la classe 4. Et c'est bien plus performant que les critères classiques de la TLS pour déterminer aussi bien le besoin en poche de sang que le besoin en transfusion massive, que le besoin que le risque de mortalité. Je prends deux exemples. Le premier, c'est des exemples vrais qui sont arrivés chez nous à peu près en même temps. Donc, c'est une femme de 31 ans qui a fait un accident de moto. Sur place, elle était avec un Glasgow à 3. Elle a été intubée et sa fréquence cardiaque était à 110 et sa tension à 100. Ensuite, elle arrive à l'hôpital avec une fréquence cardiaque à 130, une tension à 94, les extrémités glaciales et un temps de recollation capillaire à 4 secondes. Donc, si on regarde dans les classiques classes de choc, on remarque qu'avec une tension comme ça, elle devrait être en choc classe 3. Donc, elle a 130 de fréquence cardiaque et une tension diminuée, choc classe 3. On lui fait un pH à l'admission, 14 d'hémoglobine. Vous trouvez que c'est rassurant, 14 d'hémoglobine? Ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Effectivement, si vous êtes amputé d'un bras, qu'une heure après on vous fait une prise de sang dans l'autre, tant que vous n'avez pas été rempli, vous allez avoir la même hémoglobine une heure après, donc en fait ça veut rien dire. Par contre, elle a un excès de base à -5,8. Si on se rappelle ce que j'ai montré avant, c'est un choc classe 2. On prend le temps de lui faire un scanner et on voit qu'elle a un volumineux pneumothorax avec une empreinte sur le ventricule droit. Elle a également une contusion hépatique sur le lobe droit. On lui fait un pH après une heure et on voit qu'avec cette base se corrige. Donc on décide finalement de ne pas l'opérer, de la drainer et elle a évolué comme ça, sans chirurgie. Le saignement a été contrôlé. Deuxième exemple, un homme de 33 ans, également motard, également 3 sur 15 intubé sur place, avec une fréquence cardiaque à 100 et une tension à 140 sur place. Il arrive aux urgences, fréquence cardiaque 110, tension 115, extrémité froide et pareil, un TRC au-dessus de 4 secondes. Donc lui, là, il est un peu mieux que la femme, qui était à 9 de tension et à 130 de fréquence. Donc il a un choc classe 2. Mais au pH, 15,6 d'hémoglobine, toujours rien dire. Et par contre, un épouvantable excès de base à -13, qui le met directement en choc classe 4. Il s'est rapidement dégradé. Le phase était positif. Je n'ai pas de scan à vous montrer parce qu'on n'en a pas fait. Il était dans la salle d'opération d'emblée. Il a dû être transfusé massivement avec 11 globules rouges, 8 PFC, une unité de plaquettes, plus le cell saver. À la fin de la chirurgie, il avait un saignement artériel intra-abdominal. Il avait un excès de base à -2, une hémoglobine à 12 grammes. Donc voilà, c'est pour ça que cette classe de choc a évolué et que maintenant, on se base beaucoup sur l'excès de base. C'est d'ailleurs depuis intégré dans la TLS. En général, les Américains ne sont pas très enclins à utiliser les données européennes et à les impliquer dans leurs propres guidelines. Mais ici, c'est à noter que sur la dernière version, la version 10 de la TLS, tout en dessous, on voit qu'ils ont repris exactement les classes de baisse déficit qui sont recommandées par les Européens. En résumé, chez les patients qui sont polytraumatisés et qui arrivent chez vous, je vous invite à faire un pH et à le renouveler. C'est vraiment le meilleur monitoring simple qu'on a de l'importance du choc. Si vous améliorez avec cette base, ça veut dire que peut-être, même très certainement, vous êtes dans le bon, il n'y a peut-être pas besoin d'opérer. Mais si malgré tout ce que vous faites avec cette base continue à se creuser, là, il faut aller plus loin. Donc voilà, c'est une recommandation européenne de mesurer l'excès de base pour estimer la quantité du choc chez les patients traumatisés. Voilà, ensuite, je vous mets une petite image sur l'état actuel de la compréhension de la physiopathologie finalement du traumatisé qui saigne. Donc, si on prend le précédent schéma, on va remarquer qu'au XXe siècle, on était surtout dans le début. Et donc, on a un blessé, on a
le dommage tissulaire, on a une hémorragie et on va guérir le choc et l'hypoperfusion. C'est ce qu'on faisait avant. Qu'à une certaine époque, on ne faisait rien. Ça, c'était lors de la guerre 14-18. Remarquez que les blessés de guerre n'ont pas de perfusion, pas de transfusion, rien du tout pendant qu'on les soigne. Effectivement, Walter Cannon, qui est un scientifique de l'époque, c'est d'ailleurs lui qui a décrit le système sympathique et parasympathique par après. Mais bon, comme tout le monde, il était sous les drapeaux en 14-18. Et il avait remarqué que si on mettait un liquide intraveineux, ça augmentait la tension. Et si la tension montait avant que le chirurgien ait eu le temps de contrôler l'hémorragie, alors du sang qui était vraiment précieux était perdu. Ça, c'est en 1910. Et puis, dans les années 60, on a fait les ambulances, la TLS est apparue. Baxter, qui est un scientifique à l'époque, a fait une étude et il s'est rendu compte que sur 5 chiens, la quantité idéale de liquide à donner pour remplacer 1 ml de sang perdu était 3 ml de Baxter. C'est resté d'ailleurs dans le livre pendant de nombreuses années. Je pense que certains se rappellent encore de cette règle 3 de cristalloïde pour remplacer 1 ml de sang. Donc voilà, on mettait 2 cathés orange, on mettait 2 litres de liquide chaud, les pantalons anti-choc, de la noradrénaline. On faisait tout ce qu'on pouvait pour normaliser l'hémodynamique. Ensuite, on mettait les globules rouges que quand l'hémoglobine était en dessous de 7 grammes. Et on allait en salle d'opération pendant parfois des heures et des heures. Moi, je me rappelle au début de mon assistante de nuit blanche où on réparait tout le patient jusqu'aux orteils sur la même nuit. Et alors, ce qu'on observait chez ces patients-là, c'est un cercle vicieux avec un remplissage avec des liquides clairs, une hémodilution, une augmentation du saignement, une augmentation temporaire de tension, le caillot sautait, puis on se retrouvait avec une hypotension, on recommandait quelques liquides en transfusion, on les remettait au patient, et on se retrouvait avec un patient avec une évolution en dents de scie qui finalement, dans certains cas, évoluait vers le décès en salle d'opération. On parlait de la triade du patient traumatisé avec l'hypothermie, l'acidémie, la coagulopathie, et on a inventé la RDS, principalement pendant la guerre du Vietnam, avec les remplissages massifs en cristalloïdes, une maladie qui est apparue à ce moment-là. Depuis, les choses ont changé. Et maintenant, on recommande de traiter différemment les patients traumatisés qui saignent dans un concept qui s'appelle Damage Control Resuscitation, dont je vais vous parler maintenant, et je m'attarderai surtout sur la coagulopathie. Tout d'abord, limiter les liquides clairs. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, le choc est mauvais, ça fait mourir plus, et il faut que le patient reste le moins longtemps possible en choc. Le truc, c'est que traiter avec des cristalloïdes ne permet pas de traiter le choc, les colloïdes non plus. Donc pour ça, je vais vous montrer une petite étude qui est sortie en 1994, qui est une étude énorme, puisqu'ils ont pris 600 patients avec des plaies par balle ou par couteau intrathoracique et qu'ils ont mis en 2 groupes. Un groupe dans lequel on ne faisait rien du tout, sauf mettre un cathé qu'on n'utilisait pas, et un groupe chez qui on faisait du remplissage. Ah oui, j'ai oublié de dire que ce patient devait être en choc. Donc voilà, ils ont pris 300 patients dans chaque groupe. Quand on regarde un petit peu les chiffres, on remarque que dans le groupe qui a eu la réanimation avec des liquides clairs, la tension est un peu plus haute quand ils arrivent au trauma center. 79 de systolique contre 72 dans le groupe qui n'a rien eu. Par contre, au moment d'atteindre la salle d'opération, pratiquement tous opérés, c'est des blessés par balle, la tension est exactement la même. 112 dans le groupe qui a reçu du liquide, 113 dans le groupe qui n'a pas reçu. Et par contre, dans le groupe qui a reçu des liquides, ils ont une moins bonne coagulation et la mortalité augmente. Voilà. Par la suite, ils ont essayé de faire d'autres études avec différents objectifs tensionnels avec des cristalloïdes. Dans le groupe chez qui ils avaient un objectif tensionnel haut, ils n'arrivaient jamais à l'atteindre. Simplement parce que les cristalloïdes ne marchent pas pour traiter le choc chez un patient qui saigne. Donc voilà, encore une fois, ce pressentiment avait été déjà anticipé pendant la guerre 14-18, où c'est Robertson voilà, qui avait dit ça en 1917. Depuis longtemps en Angleterre, on croit dans les liquides salés
pour restaurer la volémie après les hémorragies. Mais plus j'avance dans mon expérience, plus je me rends compte qu'il n'y a aucune comparaison entre une transfusion de sang et une infection saline, une infusion saline. L'effet de la transfusion est instantané et dure longtemps. L'effet du salé, c'est comme un morceau de beurre dans une poêle. Ça fait chute, et puis après, c'est suivi d'un collapse encore plus important qu'avant. Voilà, d'autres données, qui sont des données de la Glugrand Database, qui est une base de données énorme aux États-Unis, pour des patients qui sont avec le même type de trauma et chez qui ils ont simplement comparé la quantité de liquide que les patients recevaient sur les premières, je pense, 24 ou 48 heures. Donc voilà, chez les patients qui reçoivent beaucoup de cristalloïdes, on a des RDS, on a des MOF, on a des infections de sites chirurgicaux et on a des syndromes compartimental abdominal. Le syndrome compartimental abdominal, on ne le voit pratiquement plus maintenant. C'est quelque chose on sait que ça existait, mais on n'en voit plus parce que on ne remplit plus les jambes. Mais avant, quand les patients recevaient sur 24 heures 10-15 litres de cristalloïdes, c'est quelque chose qui était très fréquent. Alors vous allez me dire, oui, mais ok, les cristalloïdes ne marchent pas, donc on va essayer d'en limiter l'usage, mais à l'hôpital, on a du sang, on a du plasma. Et donc on peut monter la tension avec des choses qui peuvent être un peu plus qualitatives, je vais dire, que les cristalloïdes. Et donc là aussi, il y a quand même des données qui sont intéressantes. Les gens ont fait des études pour savoir voilà, quelle est la meilleure tension à obtenir. Ils ont fait deux groupes, un groupe à 50 de moyenne, un groupe de 65. Et on a remarqué que la mortalité était moins élevée dans le groupe qui était à 50 de tension, donc dans le groupe avec une hypotension. Donc, voilà, il y a d'autres données, je passe un petit peu certaines, hein. Et donc on revient finalement à cette notion de 1918 où il faut faire attention de ne pas faire monter la tension trop haut pendant que le patient saigne, parce que ça peut faire perdre plus de sang et aggraver les choses. Donc les recommandations 2019 et 2022 sortent bientôt, c'est qu'on recommande une tension artérielle systolique entre 8 et 9 jusqu'à ce que le saignement soit arrêté. Donc vous pouvez retenir que dans n'importe quel hôpital, si vous êtes en face d'un patient qui saigne, votre but doit évidemment être d'arrêter le saignement, mais tant que vous n'êtes pas en train de l'arrêter, tant que le saignement n'est pas stoppé, votre but tensionnel doit être entre 8 et 9. Ça veut dire que tant que le patient n'est pas en dessous de 90, vous ne devez rien faire. Pardon. Vous ne devez rien faire. Enfin si, vous devez arrêter le saignement. Vous ne devez pas spécialement donner de liquide et de noradrénaline. Voilà, il y a des études opérationnelles avec les vasopresseurs. Ça augmente la mortalité. Après, c'est facile à comprendre dans le sens où les traumatisés éveillés sont déjà en état de stress maximum, sont déjà en vasoconstriction maximum, et qu'aller rajouter de la noradrénaline, c'est remettre en fait du choc et de l'ischémie tissulaire en plus. Je mettrai une petite nuance à ça, c'est les patients sous anesthésie. Si vous mettez votre patient sous propofol en continu, il va avoir une vasodilatation liée aux médicaments d'anesthésie. Et donc là, c'est intéressant parfois d'avoir un petit peu de noradrénaline, notamment chez les patients avec un dégât cérébral, pour garder une pression de perfusion correcte. Mais si le patient n'est pas intubé, est en choc maximal, la noradrénaline ne va pas vous aider. L'autre cas où on peut aussi mettre des vasopresseurs, évidemment, vous avez une idée? Voilà, le choc neurogénique, les vasopresseurs ont évidemment une place, parce que là, il y a un problème de vasodilatation d'une origine différente, et là, les vasopresseurs sont le traitement. Alors, si jamais il y a un trauma crânien en plus, la recommandation est de monter la pression artérielle un peu plus haut. On vise une moyenne à 80, donc la systolique à 80 pour les autres, même si, quand le patient saigne, ce n'est pas toujours facile à atteindre. Maintenant, je vais discuter un peu plus de la coagulation, qui est le sujet qui fait l'actualité ces dernières années, sur lequel il y a le plus de travaux, qui est un petit peu les choses que l'on commence à comprendre, je veux dire, au début du XXIe siècle.
où on commence à comprendre les différents facteurs qui interviennent dans la fameuse coagulopathie du traumatisé. Donc maintenant, plutôt que de triade du traumatisé, on parle surtout de coagulopathie. L'acidémie, on l'a vu plus haut, le base excess, c'est lié à l'intensité du choc. Ce n'est pas lié au traitement, ce n'est pas vraiment lié au trauma. C'est lié au choc. L'hypothermie, ça, c'est la faute des médecins ou des infirmiers qui s'occupent du patient. Il y a moyen de ne plus avoir d'hypothermie maintenant. Il y a moyen de mettre des réchauffeurs au plafond. Il y a moyen d'avoir des réchauffeurs de perf, sauf si vraiment on est en hiver et que le patient est resté longtemps dans la neige. L'hypothermie, ça doit plus arriver. Un patient, une fois qu'il arrive à l'hôpital, il ne doit plus refroidir. On doit continuer à le réchauffer tout le temps de sa prise en charge. Donc c'est la coagulopathie qui domine le tableau. Donc c'est une maladie qui a été découverte en 2003. Hein, donc ça, c'est l'article Princeps qui a sorti du bois ce mécanisme physiopathologique particulier. Avant ça, on croyait que les patients, on savait que les patients traumatisés saignaient plus fort que les autres, mais on croyait que c'était par de la coagulopathie de dilution ou alors de la coagulopathie de consommation, parce que les patients faisaient des caillots et qu'ils perdaient leurs facteurs. On sait maintenant que les facteurs de coagulation individuels sont presque normaux chez les patients, même après avoir saigné beaucoup. Donc, ce n'est pas ça le problème. On observe la coagulopathie du traumatisé, même sans intervention médicale, directement après le trauma, donc avant qu'il n'ait été dilué. Ce n'est pas ça le problème non plus. Cette coagulopathie est inconstante. Elle dépend évidemment de la sévérité du trauma, mais deux individus ne sont pas équivalents face à ça. Et donc, même à même quantité de trauma, je veux dire, à même ISS, certaines personnes l'auront, d'autres pas. Et par contre, ceux qui l'ont ont beaucoup plus de chances de mourir que les autres. Donc voilà une revue qui avait été faite concernant la coagulopathie du trauma. On voit que c'est compliqué, qu'il y a vraiment beaucoup de facteurs intriqués. Je vous montre ici une analyse faite par Karim Brohi, où chaque ligne verticale est un patient traumatisé. Hein, il y en a des centaines. Et chaque ligne horizontale, un marqueur de laboratoire de coagulopathie. Donc, ils ont, avec des modèles informatiques, classé ces patients en différents groupes. Oui, donc, les 6 profils. Alors, les facteurs qui déterminent dans quel profil on est, c'est principalement des facteurs génétiques. On n'est pas égaux face à la réponse à la coagulopathie. Et ils se sont rendus compte qu'en fonction du profil, on avait une mortalité complètement différente. Donc, il y a finalement des gens dans la population qui sont beaucoup plus résistants au trauma que d'autres, qui ne développent pas cette coagulopathie du traumatisé, qui est la source de la majorité de nos problèmes. On voit que les quantités de transfusion sont également bien plus importantes chez ceux qui sont en fonction des groupes. On remarque que la mortalité n'est pas la même. Par exemple, le 8 a besoin de plus de sang, mais finalement, il meurt moins que le groupe 7. Il y a encore des choses qu'on ne comprend pas. Donc, à quoi est-ce que c'est dû? Ceci est un schéma un peu réducteur, mais on peut déjà se dire que la protéine C activée est impliquée. Elle est activée via différents autres médiateurs. Elle va avoir pour effet de à la fois diminuer la génération de thrombine. Les gens qui sont en ligne ne voient pas ce que je montre, évidemment, mais ça, c'est le... Voilà, diminuer la génération de thrombine, ici. Et en même temps, via la plasmine, augmenter la dégradation de la fibrine, autrement dit du caillot. Donc non seulement en diminuant la génération de thrombine, on va ralentir la fabrication du caillot, mais en plus, le caillot déjà ralenti va être plus vite détruit par la fibrinolyse. Donc il est attaqué des deux côtés. Donc, ce système qu'on peut voir comme un incendie ou comme un système qui est actif tant que le patient saigne, va aller en s'aggravant. Et va être aggravé principalement avec comme moteur les lésions endothéliales. Donc le choc va induire de l'ischémie, qui va induire des lésions endothéliales, et on se retrouve avec une tempête cytokinique qu'on peut parfois comparer dans certains cas au choc septique, et qui génère un emballement de la coagulopathie. Elle s'aggrave. Autrement montré, on a
une lésion avec une perte de sang, ça induit un choc. Le choc induit une endotéliopathie et tout ça provoque une coagulopathie qui continue à s'aggraver. À partir d'un certain moment, c'est difficile de déterminer lequel, mais on sait que certains profils de Rotem, par exemple, donnent 100% de mortalité. On se retrouve en faillite avec un sang qui ne sait plus coaguler et où on peut faire ce qu'on veut, on ne récupérera pas de coagulation. Et donc ça, ce sont des patients qui meurent. Alors qu'on leur donne du fibrinogène, du plasma, ils saignent de partout. Ils saignent des yeux, ils saignent de leur cathéter. Voilà, quand on leur fait des scans, on voit qu'ils saignent de partout. Ceux-là, ils ont été trop loin. Donc si on laisse le patient trop longtemps en choc, on atteint cet état de blood failure et là, on ne sait plus rien faire. Donc le rôle ici est évidemment d'essayer d'attraper le patient quand il est encore dans le gris clair, avant qu'il soit dans le noir. On sait encore faire des choses et surtout de ne pas aggraver par notre traitement la coagulopathie. Je vais vous expliquer comment. Donc voilà, alors cette coagulopathie, pour la trouver, il faut la chercher. Et pour ça, on peut faire par exemple des Rotem. Je ne sais pas si vous en avez ici. Voilà, donc dans les recommandations, on dit qu'on peut faire des Rotem, mais dans les recommandations, on dit aussi qu'on peut faire des tests conventionnels de laboratoire. Et récemment, il y a eu une étude que je n'ai pas mis dans le PowerPoint qui s'appelle e-tactique, qui n'a pas permis de démontrer une supériorité du Rotem par rapport aux tests de laboratoire conventionnels. Et donc, si vous avez déjà le fibrinogène rapidement, si vous avez déjà l'INR, ça vous permet déjà de diagnostiquer une coagulopathie chez le trop. Alors attention que l'INR et le QUIC ont été développés pour monitoriser le syntron, ce n'est pas fait pour monitoriser la coagulopathie du traumatisé, et donc les valeurs normales ne sont pas les mêmes. Moi je trouve qu'un INR au-dessus d'1,3, c'est déjà mauvais pour un patient traumatisé, alors que ce n'est pas encore en rouge sur la biologie. Et donc, voilà, il faut juste savoir que les ranges inquiétants sont différents. Un fibrinogène en dessous de 2, c'est vraiment très mauvais pour un traumatisé. Donc il faut voilà, revoir un petit peu ces normes par rapport à l'interprétation qu'on a dans d'autres maladies. Mais on peut très bien utiliser des tests conventionnels de laboratoire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme traitement? Comme traitement, je vais d'abord parler du plus simple, qui est le traitement sur l'augmentation de la fibrinolyse, qui est maintenant bien connu, c'est l'hexacil. Donc on sait maintenant que l'hexacil est bénéfique chez les patients traumatisés qui saignent, ou alors chez les traumatisés crâniens modérés. Donc, il est recommandé, c'est du grade 1A, d'en donner une fois qu'on suspecte un saignement. Il est même suggéré maintenant de le mettre dans les SMU. Mais c'est de pratique courante. Moi qui encode les patients qui arrivent, je vois dans la grande majorité des cas, les patients qui saignent ont déjà reçu leur hexacil sur le SMUR. Et c'est très bien comme ça. Voilà, donc là on est sur le côté ici où on essaye de diminuer la fibrinolyse. Maintenant, le gros morceau, c'est la génération de thrombine. Il y a des molécules à l'étude pour essayer de traiter ça directement, mais on ne participe pas à ces études-là, on ne les a pas utilisées. Mais donc, actuellement, il n'y a pas vraiment de traitement de clinique courante, mais il ne faut pas aggraver la chose. Et donc, il faut monitoriser pour savoir où on en est, et il faut ne pas diluer. Ne pas aggraver par les traitements, ne pas rajouter une couche diatrogène à ce que le patient subit déjà. Voilà, il y a une personne célèbre des trauma centers américains qui s'appelle Richard Dutton, qui dit, ben voilà, tout liquide qui ne transporte pas d'oxygène ou qui ne coagule pas doit être suspect. Chez le traumatisé, on ne met que des choses qui transportent l'oxygène ou qui coagulent. Ça, c'est la version américaine qu'on suit également en Belgique à cause des remboursements des produits sanguins labiles, où nous, on fait en général comme eux, ça veut dire qu'on met du sang, du plasma et des plaquettes. Donc, on va dire qu'on a un protocole d'1 à 1. Et qu'est-ce qui se passe donc? Quand on donne son sang, donc ça veut dire 500 ml de sang complet par exemple, ils vont directement rajouter dans 150 ml de tampons, qui sont finalement des cristalloïdes. Ce sang va déjà être un peu dilué. Et ensuite, ils vont le fractionner en globules rouges avec 55% d'hématocrite, plasma, 80% d'activité, et plaquettes.
Alors pourquoi est-ce que le plasma est à 80% d'activité? C'est parce qu'ils en ont pris une partie pour vendre plus cher le cofact à côté, par exemple. Donc dans le plasma, il n'y a pas tous les facteurs de coagulation. Ils en ont enlevé. Ensuite, nous, on fait 1 en 1, on remet ça, et ça fait 650 ml de liquide avec 29% d'hématocrite, 88 000 plaquettes et 65% d'activité plasmatique. Ça veut dire que même si vous êtes euh, très économe en cristalloïdes, que vous mettez que des composés sanguins, vous allez vous retrouver avec quand même un liquide qui n'est pas 100% optimal. C'est pour ça que certains recommencent avec le sang complet, mais on n'y est pas. Voilà, là, il y a de nombreuses études là-dessus. Alors, et si vous commencez à en mettre vraiment beaucoup, alors il faut savoir qu'il vaut mieux le faire avec un protocole d'hémorragie massive. Qu'est-ce qu'un protocole d'hémorragie massive? C'est un protocole qui vous permet de recevoir automatiquement les composés sanguins sans devoir les commander. Et ainsi de ne pas vous retrouver à un moment avec rien dans l'armoire, d'avoir transfusé la dernière poche, que le patient continue à séguer et de ne pas savoir continuer, ce qui pousse les gens à remettre du coup des cristalloïdes. Donc on voit ici qu'avant qu'il n'y ait un protocole de transfusion massive, les patients recevaient 7 litres de cristalloïdes. Après, ils en recevaient toujours, mais c'était moins. Et par contre, la mortalité avait diminué, plutôt, la survie plutôt a augmenté après l'implantation du protocole d'hémorragie massive. Et également, et ça je dis ça pour les gestionnaires, la quantité de sang perfusé diminue avec un protocole d'hémorragie massive. Donc dans certains cas, il y a un peu de gaspillage parce qu'on décongèle un plasma en trop. Mais comme le patient arrête de saigner plus vite, finalement, en totalité, on consomme moins de sang. Voilà. Si vous vous mettez à transfuser beaucoup, vous savez que le sang est conservé à 4 degrés, il faut évidemment utiliser des réchauffeurs assez efficaces que pour ne pas perdre de température chez le patient. L'hypothermie reste un ennemi qu'il faut combattre. Donc voilà, la recommandation officielle, c'est donc de donner chez un patient qui saigne, soit une stratégie plasma globule rouge, qui est celle qu'on applique en Belgique, soit en Autriche par exemple, ils utilisent une autre stratégie basée sur le fibrinogène et les concentrés sanguins, genre Cofact, qui donnent chez les patients traumatisés avec un peu de cristalloïdes et avec des globules rouges. Voilà. Comme c'est européen, il y a consensus, les deux attitudes sont valables. Voilà. Un truc dont on n'a pas parlé là-dedans, et maintenant on a le remboursement en Belgique, et c'est une des principales victimes de la coagulopathie traumatisée, c'est le fibrinogène. Parce que quand on fait donc de nouveau notre recomposition avec un ratio parfait de 1 à 1, on va, si on dose de fibrinogène dans ces 650 millilitres, on a 0,615 grammes par litre. Parce qu'encore une fois, le fibrinogène a été extrait du plasma des donneurs pour vous le vendre à côté dans un petit pot bien plus cher. Et donc, on ne saurait pas, en utilisant que du plasma, remonter le fibrinogène des patients traumatisés au-dessus du seuil nécessaire. Ce n'est pas possible. Donc la recommandation, c'est de donner du fibrinogène s'il est en dessous de 1,5 à 2 grammes par litre. Ou si vous avez un ROTEM avec un A10 en dessous de 8 par exemple. Donc la dose recommandée, c'est 3 à 4 grammes. Donc c'est pas longtemps, mais maintenant il est remboursé en Belgique. Il est remboursé conditionné à un dosage en fibrinogène, mais vous pouvez même le donner sur base clinique. Si le saignement est très important et que vous avez une suspicion clinique, vous pouvez le donner. Donc ça, c'est vraiment un truc qui se garde bien. Ça ne nécessite pas d'avoir une banque de sang. Donc n'hésitez pas à en avoir et à en faire. Moi, je ne suis pas payé par eux, il y a 3 marques, hein. Euh, et donc voilà, ça nécessite simplement d'encoder sur Sivars la prescription quand on en a fait pour être dans les règles. Mais donc, voilà, c'est quelque chose. C'est également à faire chez les traumatisés crâniens. La coagulopathie du trauma, ici, moi je parle du patient qui saigne activement, mais les traumatisés crâniens ont aussi cette coagulopathie et eux, même sans saigner. Donc, si vous avez un patient qui a une grosse hémorragie intracrânienne, très fréquemment, il a son fibrinogène qui est en dessous de 2. Et alors, c'est sûr qu'il ne va pas mourir si on ne donne pas de fibrinogène, en tout cas pas tout de suite. Mais en donnant, vous allez prévenir l'extension hémorragique des 24 premières heures, ce qu'on voit au scan de contrôle.
Donc là, ça a un intérêt aussi. Même si vous pensez que le patient va devoir être transféré, pardon, vous pouvez d'emblée donner le fibrinogène s'il est en dessous de 2 grammes. C'est recommandé. Voilà, pour terminer, quelques mots de la chirurgie. Donc, comme je vous disais au début de l'exposé, avant, on opérait tout. Et le but était de montrer au colloque d'orthopédie les plus belles radios possibles. Mais on s'est rendu compte que la chirurgie était en fait un traumatisme également. Et que le patient traumatisé avait déjà une coagulopathie liée à son trauma, que si on crée un dommage tissulaire supplémentaire par une chirurgie, on aggrave cette coagulopathie. C'est une question difficile parce que, en décidant de ne pas faire toute la chirurgie le jour même, ce qui est le concept de la damage control surgery, on risque d'augmenter les complications de type infectieuse, etc., surtout osseuses, chez les patients qui auraient pu le supporter. Et donc, il faut bien choisir les patients chez qui on fait une chirurgie de type damage control, ceux chez qui on fait une chirurgie de type definitive surgical care. Donc, je vous donne ici quelques éléments. On remarque qu'avec le temps, avec l'amélioration de la réanimation, avec la connaissance de la coagulopathie, on sait de plus en plus souvent faire de la chirurgie définitive. Le nombre de damage control a diminué très fortement. Il reste quand même intéressant dans certains cas. C'est toujours dans les recommandations. Et que ce qui doit déclencher un damage control, c'est évidemment chez le patient qui a un choc hémorragique profond. Là, il n'y a pas de négociation, je veux dire. Celui qui a une coagulopathie, qui a un choc hémorragique profond, il faut faire du damage control. Chez les autres, quelques autres critères peuvent conduire à le faire quand même. Donc, un petit schéma, bon, c'est un peu violent de mettre d'essai à la fin, mais c'était vraiment ça. Donc, on avait des patients qui arrivaient avec de nombreuses lésions, on passait toute la nuit au bloc, et à la fin, la coagulopathie était telle qu'on avait rejoint le stade de blood failure dont je vous parlais tout à l'heure, et que le patient décédait de manière inéluctable. Maintenant, on essaye de limiter la chirurgie au minimum, d'aller stabiliser le patient en soins intensifs, et puis de retourner en chirurgie quand c'est possible, parfois 2-3 jours après. Donc, chez quel patient? Ben, il faut tenir compte des facteurs environnementaux liés au patient. Donc, les chocs, les traumatismes thoraco-abdominaux à haute énergie, typiquement les plaies par balle, sont des bons clients pour le damage control. Si le patient est profondément instable, aussi, ça on en a déjà parlé. Ceux auxquels il faut penser, c'est ceux qui sont fragiles. Donc, le patient gériatrique, le patient diabétique, a nettement moins de ressources et de capacités pour supporter une chirurgie lourde supplémentaire. Et donc chez eux, on sera plus enclin, même si le traumatisme est moins lourd, à faire le damage control. Alors, il y a quelques lésions qui poussent à faire du damage control. Par exemple, une lésion du pancréas. Si on doit se lancer dans une DPC à 2 h du matin avec un chirurgien qui n'en a plus fait depuis 2 ans, qui n'est pas le spécialiste d'organes, il vaut peut-être mieux juste faire un drainage et refaire ça le lendemain avec la bonne équipe, les bons chirurgiens, en journée, tout le monde en pleine forme. Donc ça, c'est pour certaines lésions, nécessite de faire du damage control. Si le saignement est diffus et difficile à contrôler, ou si par exemple, vous êtes dans le ventre, mais il y a le bassin qui saigne, il faut aller en artério après, ben, on ne peut pas prendre son temps de faire tout ce qu'on veut dans le ventre. Également, si on est sûr qu'on devrait y retourner, par exemple, parce qu'il y a un intestin un peu louche et qu'on a prévu un second doute à 48 heures, alors autant faire le moins possible le jour même. La physiologie, si la tension est restée en dessous de 90 pendant 60 minutes, je vous rappelle que c'est le but du traitement du patient en choc, mais ça doit être le plus court possible. Si on a un support inotrope, si le pH est en dessous de 7,2, si l'hypothermie est présente, si on a fait une transfusion massive, tout ça sont des critères qui poussent à aller vers le damage control. Alors, qu'est-ce que le damage control? Après, je ne suis pas chirurgien, hein, mais comme ça, je vous donne quelques idées de différences. D'abord, il faut raccourcir au maximum le temps de chirurgie. Pour ça, si possible, on peut travailler à plusieurs chirurgiens. Il n'est pas interdit de travailler sur une jambe et sur un abdomen en même temps. On arrête le saignement par tous les moyens possibles. Pratiquement tous les vaisseaux du corps peuvent être ligaturés. Par contre, il ne faut pas faire d'anastomose. Donc, l'idée, c'est de ligaturer, de revenir faire l'anastomose 2 jours après. Ou avec des compresses, on fait du packing, on réapproxime les baies d'organes plutôt que de faire des résections. Ce qui est important aussi, c'est limiter les contaminations. Donc tout ce qui est plaie digestive sera agrafé, aveugle, laissé dans le ventre
et on refera l'anastomose dans un deuxième temps. Comme de toute façon, il faut y retourner, on peut fermer la paroi abdominale avec du plastique pour laisser de la place et éviter ce syndrome compartimental abdominal. Et pour les fractures, toujours préférer les fixateurs externes. Quand on va alléser ou raboter l'intérieur d'une médula, ça génère également, ça veut dire, ça relargue du facteur tissulaire dans le corps et donc ça aggrave la coagulopathie. Autant c'est parfaitement supporté quand le patient n'a rien, mais autant quand la coagulopathie est déjà présente, ça l'aggrave. Donc on met des fixateurs externes plutôt que des clous, même si on a le temps, même si on a le matériel. Le clou sera mis quelques jours après. Donc les points clés, c'est protéger le patient de l'hypothermie. Il ne faut pas attendre trop longtemps, il ne faut pas attendre que ce soit trop tard avant de décider qu'on est dans le contexte de damage control surgery. Alors, il ne faut pas croire qu'un mauvais packing s'arrangera avec une correction de la coagulation. La correction de la coagulation, elle ne surviendra que quand le patient arrêtera de saigner. Donc, il ne faut pas croire qu'on peut arrêter le saignement en corrigeant la coagulation. Il ne faut pas serrer le ventre super fort, comme ça se voit en se disant, ben voilà, tiens, ça va arrêter le saignement. Ça, c'est une erreur aussi, parce que ça fait un syndrome compartimental abdominal, ça fait une insuffisance rénale, et finalement, le patient surchoque encore plus fort dans les heures qui suivent. Et si ça ne se tarit pas, il ne faut pas hésiter à y retourner, même dans la nuit. Alors, il y a peu d'études scientifiques concernant le damage control. Maintenant, c'est quelque chose qui est utilisé largement dans le monde. Et c'est important pour, surtout chez nous, je vais dire, où les chirurgiens sont moins impliqués aux urgences, moins impliqués en clinique qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut parfois savoir que les chirurgiens font une semaine de bloc, une semaine de salle, une semaine d'urgence, une semaine de soins intensifs, et donc finalement opérer une semaine sur 4. Donc ils sont bien conscients de la physiopathologie. Mais chez nous, c'est vraiment très important d'avoir un dialogue entre le chirurgien et l'urgentiste ou l'anesthésiste parce que le chirurgien n'a souvent pas conscience du pH de son patient, de son fibrinogène, de son rotem, du nombre d'amines que vous avez mis. Donc c'est voilà, il faut avoir une discussion pour savoir ce qu'on fait chez eux. Il y a un protocole de damage control. Donc en conclusion, arrêter le saignement, ça reste la priorité chez tous les patients, toujours maintenant. Pour le diagnostic du choc, pensez au vasexès. Pour diagnostiquer le tic c'est trauma-induced coagulopathie. Faites des rotems, ou alors sont valables aussi les tests conventionnels de laboratoire qu'il faut essayer d'avoir rapidement, essayer d'avoir le fibrinogène au moins dans l'heure, si pas un peu avant. Essayez de limiter les cristalloïdes et les liquides clairs au maximum. Ça n'aide pas pour traiter l'hypotension et ça aggrave la coagulopathie. Faites de l'hypotension permissive tout en vous dépêchant de contrôler le saignement. Et hémostatic resuscitation, c'est un grand mot pour dire qu'en fait, on essaie de ne pas diluer, qu'on met plutôt du plasma des globules rouges et qu'on n'oublie pas l'hexacide. Et donc maintenant, on est de nouveau au bon sens qui prévalait pendant la guerre 14-18. Et finalement, quand on regarde ce que les anciens disaient, on est vraiment revenu à ça. Voilà, pour ceux que ça intéresse, maintenant les gens commencent à connaître la formation, on fait toujours le TC, enfin on a recommencé le TC, cas 1 cas après le Covid et ce que ça a généré comme problème. Et donc je vous ai mis les dates des prochaines formations. Voilà. Je suis ouvert à toutes vos questions. Je ne sais pas si j'ai respecté le timing. 45 minutes, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Oui, oui. Bon, merci François pour cette présentation très intéressante. On va passer aux questions-réponses. Moi, je vais commencer par une première question. En fait, pour savoir un peu au niveau de votre pratique au Trauma Center, comment les choses se passent. On sait très bien qu'il est repris dans plusieurs ouvrages que le scanner est considéré comme le tombeau du polytraumatisé. Et donc, il existe cette dualité, entre guillemets, entre le patient instable et le patient stable, où on dit chez le patient instable, il ne faut pas le conduire au scanner. Il est préférable de faire une fast écho, une radio thoracique et une radiographie du bassin. Et avec ces éléments-là, prendre une décision. Soit le patient monte au bloc, soit on procède autrement. Et il semble qu'il y a quand même une nouvelle, un nouveau courant de pensée qui veut que tout patient doit quand même bénéficier d'un bilan scanographique complet pour savoir clairement ce qu'on traite. Parce qu'on a quand même eu quelques fois des patients montés en salle d'op avec une suspicion de trauma abdominal et qui finalement n'en étaient pas. Oui, donc en fait, c'est vrai que cette histoire de fast, ça anime un petit peu les débats. C'est vrai qu'il y a
études qui montrent qu'il y a une spécificité ou une sensibilité énorme du FAST. Bon, nous, on a une expérience un peu plus mitigée par rapport à ça. On a déjà opéré des patients sans aller au scanner, mais ça devient de moins en moins la règle. Et je ne parlerai pas que de nous, mais de Trauma Center en général. La tendance est d'aller vers un scanner précoce et rapide et de limiter au maximum les patients qui ne vont en salle d'op qu'avec un FAST, parce qu'il y a des facteurs confondants, donc qui sont opérateurs dépendants, mais il y a également des patients qui ne saignent pas que de l'abdomen. Donc le FAST permet de voir évidemment s'il n'y a pas un problème dans les plèvres, mais je pense au pelvis, qui est générateur d'une mortalité significative maintenant, et pour qui parfois il faut aller en embolisation, et qu'en allant, en faisant un choix radical d'aller en salle d'op d'emblée dans un compartiment, on occulte parfois le problème dans les autres. Maintenant, il reste des cas où, si le choc est vraiment profond, on peut essayer de prendre le pari, euh, mais c'est pas, c'est- ouais, ça devient moins fréquent. On fait de plus en plus de scanners pour pouvoir bénéficier éventuellement de l'embolisation. Euh, Merci. Donc, une autre question concernant justement l'artériographie. Quelle est la oui. place de l'artériographie dans votre pratique quotidienne? Parce que ça reste quand même un des motifs pour lesquels nous, on doit souvent transférer des patients instables Mhm. et on se pose quand même toujours la question, quelle est la place de, justement de l'artériographie au Trauma Center de la Citadelle? La Comment place ça se très passe? claire, c'est dans les traumas pelviens. Où là, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que ça aide vraiment et que ça sauve des gens. Alors, il y a également une place dans le trauma abdo, même si elle est plus controversée. En tout cas, certains chirurgiens font des études pour dire voilà, qu'ils ne sont pas sûrs de l'efficacité. Mais nous, la pratique, c'est quand on voit un segment actif avec un blush qui est embolisable, on essaie d'y aller. Et entre l'abdomen et le bassin. S'il faut choisir entre les deux, Il faudrait d'abord répéter la question, hein, parce que ceux oui. qui sont en Donc, on me ligne. demande si entre l'abdomen et le bassin, qu'est-ce que je choisis en premier? Alors, le choix sera toujours un pari, hein. Donc, parfois, tu ne fais pas le bon, tu le sais après, ou en tout cas, tu restes avec le doute de te dire si j'avais fait l'autre choix, qu'est-ce qui serait passé? Mais ça dépend des circonstances, parce qu'un domaine n'est pas l'autre. Il y a quand même beaucoup d'abdomens, je pense au rate par exemple, ou même au foie, où les saignements se tarient. Et donc, j'irai là où le blush est le plus gros. Et si tu as un blush, tu peux peut-être parfois tout faire en artério. Oui. Euh, donc si tu vois deux blushs, tu peux faire les deux en artério. C'est déjà arrivé qu'en artério, on embolise un bassin. Et puis il y avait quand même un drôle d'hématome dans le flanc. Et en fait, une intercostale saignait aussi. Et le radiologue l'a embolisé. Et finalement, c'est l'intercostale qui saignait plus que le bassin. Mais Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions. Moi, j'ai encore une question. oui, oui. C'est peut-être pas, Vas-y. comment dire, je n'aurai peut-être pas la réponse, mais pour ce qui est de la fracture du bassin, Oui. la fracture du bassin, on doit privilégier fixateur externe, euh, Le, comparé au fait de maintenir la ceinture pelvienne en place. Y a-t-il une plus-value? la ceinture pelvienne est très efficace Oui. pour contrôler l'anneau pelvien. Il y a certains cas où ça peut être insuffisant, mais c'est rare. Je pense à la femme enceinte, aux patients super obèses, ou de certains types de fractures, où parfois là on est amené à mettre un pelvic clamp. Mais la pratique actuelle, c'est de mettre la ceinture pelvienne et si on voit une hémorragie, essayer d'aller emboliser. Ou alors, dans les cas in extremis, de faire un packing prépéritonéal, donc d'aller inciser horizontalement sur le funnel steel, alors pousser le péritoine et bourrer des compresses dans l'abdomen. Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière exceptionnelle. Mais tu peux faire ça en gardant la ceinture pelvienne. Temps, Ah oui, alors après, c'est le temps que l'hémorragie s'arrête. Une fois que le patient est stabilisé, parfois, effectivement, il faut soit la relâcher, voir ce qui se passe, soit parfois il faut convertir vers un fixateur externe
ou une fixation interne si le patient est stable. Mais, 24 heures, ça devient long. Ça peut faire des marques, il y a des plaies, etc. Soit pas de fixation, parce que parfois tu la relâches et puis ça se passe bien. Donc tu peux attendre un petit peu avant de faire la fixation définitive. Mais si ça se réouvre, il faut parfois faire une fixation. Donc, concrètement, je ne dois pas me battre avec le chirurgien qu'il revienne absolument en pleine nuit pour mettre un fixateur externe si ma ceinture pelvienne est bien en place et qu'elle est fonctionnelle. Non. Je dis avec la petite nuance pour le pelvic clamp, qui est un système différent de fixateur externe, qui est indiqué dans certains cas, où par exemple, tu aurais les symphyses pubiennes qui se chevaucheraient et où la ceinture serrerait le bassin trop fort. Alors, parfois, il faut faire une fixation postérieure sur les ailes, enfin, entre les ailes iliaques et le sacrum, avec un pelvic clamp. C'est un type de fracture. Il y a moyen avec une ceinture de serrer Une trop fort. ceinture de... ouais. Alors, ça s'ouvre derrière et ça peut saigner au niveau des plexus veineux sacrés. Alors, en faisant le scanner, tu vois ce qu'il y a. Et si tu vois que ton bassin est bien congruent avec la ceinture, tu ne dois pas. Après, c'est sûr que si tu as par contre un gros déplacement vertical, parfois il faut quand même mettre une traction, mettre la ceinture différemment. Voilà, ça mérite quand même que l'ortho regarde les images. Je pense que c'est quand même le minimum. Euh, Oui. Oui, mais je ne les vois pas les questions. Dans le chat, non, ça c'est les participants. Hop, tous mes contacts. Alors voilà. Oula, oui. Euh, Non, mais il y a beaucoup de questions. Alors, il y a une question, est-ce que la place pour le calcium est systématique sans valeur de calcium utilisée préalable chez un patient qui saigne? Ça, bon, je sais qu'il y a des équipes en Flandre qui le font. Je pense en France aussi. Et moi, je n'ai pas vu d'indication systématique du calcium. On en met systématiquement, évidemment, quand on transfuse pour neutraliser le citrate qui est dans les poches. Mais voilà, ça c'est une question de Bastien. Est-ce une réalité que certains traumatismes peuvent se résorber naturellement sans indication opératoire? Est-ce fréquent? Alors oui, c'est une réalité. Principalement les traumas abdos, genre les traumas de foie, les traumas de rate. Le saignement s'arrête spontanément et ensuite le patient guérit sans qu'on doive rien faire. Après, certains traumatismes nécessitent une chirurgie systématique. Par exemple, un traumatisme intestinal avec une fuite. Là, évidemment, il faut intervenir, sinon ça se transforme en infection cataclysmique, hein. Alors, merci pour la notation. Est-ce que l'indication de fibrinogen-2 est validée? À propos de la transfusion, on nous propose 4,4,1 au CHU. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, alors l'indication du fibrinogène-2 est validée scientifiquement. C'est vrai que le remboursement, je pense, est conditionné avec un fibrinogène à moins d'1,5, mais on peut monter plus haut quand on fait un ROTEM. Et on peut aussi l'utiliser avant d'avoir le dosage du fibrinogène si on pense qu'on a un saignement important. Donc, si la question est est-ce qu'on a le remboursement en dessous de 2, oui, mais pas en utilisant le critère du nombre de grammes, parce que ça, on ne l'a pas. Si la question est est-ce que c'est indiqué d'en donner en dessous de 2, donc voilà. De 2, oui, scientifiquement aussi. Alors, qu'est-ce que je pense de la proposition 4-4-1? J'imagine que c'est 4 rouges, 4 plasma, une plaquette. Voilà. Alors, je pense qu'il faut donner du sang et du plasma à 1. Les plaquettes, c'est beaucoup moins clair. Surtout que depuis quelques mois maintenant, et si je n'en ai pas parlé ici, on sait qu'il y a une coagulopathie spécifique sur les plaquettes qui est présente également, avec un relargage d'histone H4, des plaquettes qui se ballonisent, qui deviennent inefficaces, voire qui aggravent la coagulopathie, et que quand on transfuse des plaquettes, les nouvelles plaquettes transfusées se reballonisent et réaggravent le problème. Donc, chez certains patients qui présentent cette coagulopathie spécifique des plaquettes, transfuser des plaquettes aggrave les choses. Donc, chez nous, on ne met des plaquettes que quand elles sont en dessous de 50 000
et qu'on a un indicatif sur leur thème d'avoir une altération. On essaie de ne plus les mettre de manière systématique. Désolé de ficher 2 fois mon nom, oui, non, mais ça, c'est pas grave. Voilà. En fait, j'ai un peu peur des questions, mais il y a beaucoup de gens qui mettent leur numéro dynamique. Toc, 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 toc. Oui, c'est ça. Alors, le standard de base est 1 gramme d'hexacil. Est-ce que cela a changé récemment ou est-ce encore le guidelines? Non, non, c'est toujours ça. Eh bien, ça, c'est le transfert précoce versus stabilisation. Donc, c'est Nicolas Thierry qui demande est-ce qu'il y a un algorithme qui permet de décider, en fonction du bilan initial, un transfert précoce ou une stabilisation? Alors, j'aurais envie de dire que la stabilisation médicale d'un patient traumatisé qui saigne n'existe pas. Donc, il faut arrêter le saignement. Et donc, la question, c'est de savoir est-ce qu'on a les ressources en interne pour arrêter le saignement plus rapidement que si on le transférait. Donc, je pense que si c'est un saignement intra-abdominal, ça peut être gérable dans un hôpital qui a un bloc, qui a un chirurgien de garde. Il faut également avoir quand même sous le coude un petit peu de matériel en transfusion, du fibrinogène. Par contre, si c'est un saignement qu'il faut emboliser, effectivement, il faut se dépêcher de le transférer. Ou alors, si c'est un traumatisé, je sais pas moi, un traumatisé crânien ou un traumatisé complexe pour lequel tout n'est pas disponible, il faut le transférer le plus tôt possible. Voilà, je pense que j'ai répondu aux questions. Personne n'en avait d'autres? Dans le schéma, c'est 1, des paquets. 50 000 paquets. Oui, Mais attention, donc ça, c'est des recommandations. Tous les papiers qui sont sortis, c'était avant qu'on trouve cette histoire de plaquettes dont je n'ai pas parlé. Après, c'est vrai que je devais aussi limiter de quoi je parlais, et il y a des nouvelles choses. Cette histoire de coagulopathie des plaquettes, ça date de fin 2020, je pense. Et donc, c'est récent. Et probablement que dans les années qui viennent, et peut-être qu'en 2020. Donc, les guidelines de 2022 vont sortir. Peut-être qu'il y aura une surprise dedans, je ne sais pas. J'ai encore des questions ici. Alors, dans le cas d'un traumatisme chez un enfant, pédiatre chez un enfant, acceptons-nous également une PNI à 8-9? Alors oui, ça c'est une très bonne question. Il n'y a pas d'hypotension permissive chez l'enfant. L'enfant a une physiologie différente et reste normotendu presque jusqu'avant mourir. Et donc, c'est pas possible de faire de l'hypotension permissive chez l'enfant. Une fois qu'ils sont hypotendus, ils sont vraiment déjà très très loin. Et donc, il ne faut pas le faire. Voilà. Faut-il desserrer la ceinture pelvienne pour le scan? Non. On ne desserre pas la ceinture, surtout pas avant le scan. Il faut la laisser desserrer par l'orthopédiste, ou en tout cas après avis d'un orthopédiste. Et dans certains cas, la ceinture empêche pour mettre des cathéters ou quoi, mais on peut la découper. C'est-à-dire, on peut découper un petit morceau de ceinture pour se faire une place pour mettre des cathéters ou des choses comme ça. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Voilà, je suis content qu'il y ait eu beaucoup de monde en ligne, beaucoup de monde en salle. Merci beaucoup. Voilà. Du coup, plus de questions. Merci à vous. Merci d'avoir été nombreux ici en présentiel et en distanciel. Le prochain rendez-vous, c'est dans 3 mois. On accueillera le docteur Hugues Maréchal qui nous parlera des hémorragies, enfin des urgences vasculaires cérébrales. Et voilà, on vous attend. Merci à vous et bonne soirée.